Bonsoir, je suis le professeur Gérald Deschanck et j'ai le plaisir de vous accueillir dans la salle des actes de la faculté de médecine de l'université de Montpellier. Bienvenue au groupe Alliance qui est partenaire des 800 ans de notre institution. Et je suis heureux de vous présenter une table pluridisciplinaire ce soir avec le docteur Christophe Bonnel, qui est membre du comité d'organisation des 800 ans, qui est expert en patrimoine historique, en histoire de la médecine, en anatomie. Yves Mathéo, qui est délégué régional Occitanie Sud. Le professeur Michel Mondin, doyen de la faculté de médecine. Un collègue prestigieux, le docteur Giacomo Cavalli, directeur de recherche au CNRS à Montpellier, plus précisément à l'Institut de génétique humaine, et qui est lauréat du prix Alliance 2012. Le professeur Thierry Lavabre-Bertrand, qui est vice-président délégué au patrimoine à l'Université de Montpellier, vice-doyen, directeur du Jardin des Plantes et président du comité d'organisation des 800 ans. Mesdames Vanessa Guillaumet et Audrey Barra, qui sont conseillères en gestion de patrimoine et conseillères experts en protection sociale respectivement. Et je crois avoir, si, bien sûr, Monsieur Philippe Dahan, qui représente la direction financière du groupe Alliance. C'est ce qui est le plus important, il ne fallait pas l'oublier. Il y a également un représentant du groupe Alliance qui nous attend au Jardin des Plantes de la faculté de médecine. Il s'agit de Marc Cantavenera, qui est responsable du développement. Et Marc Cantavenera va nous dire quelques mots en direct du Jardin des Plantes. Peut-être qu'on peut... Bonsoir et bienvenue à tous nos invités et merci à vous de nous ouvrir les portes de la faculté de médecine pour cette soirée particulière. Je vous rejoins dans quelques minutes sur le plateau. Je tenais à vous accueillir depuis le Jardin des Plantes de Montpellier, qui a été créé en 1573 et qui à l'origine servait à la recherche et à enseigner la médecine par les plantes. C'était le jardin botanique le plus ancien de France. Ce jardin est extraordinaire, il éveille tous les sens, on y fait le tour du monde. Vous pouvez venir vous y promener, flâner, ou bien participer à des visites guidées. C'est surprenant. Nous en parlerons tout à l'heure sur le plateau. Alors, pour répondre à votre question, et pourquoi Alliance est présent ce soir et quel partenariat finalement nous avons noué, nous sommes présents car historiquement Alliance est proche du monde médical et nous souhaitons célébrer avec vous les 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier qui est la faculté de médecine la plus ancienne au monde. Alors cette soirée s'inscrit dans un programme qui s'appelle Région et Patrimoine. Une fois par an et dans chaque région de France, nous mettons à l'honneur lors d'une soirée, un lieu emblématique et chargé d'histoire pour le partager avec nos clients, nos partenaires, nos réseaux et nos collaborateurs. Ils sont tous connectés avec nous ce soir en direct. La plupart d'entre vous connaissent le groupe Alliance. Nous sommes présents dans 70 pays dans le monde. Nous sommes un des leaders mondiaux en assurance de biens et responsabilité et un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde. Solidité, proximité et expertise sont finalement les mots qui résument le mieux notre groupe. Ce soir, je représente Alliance Expertise et Conseil, l'entité d'Alliance spécialisée d'une part en protection sociale. Nous accompagnons des particuliers, des entreprises, des professionnels et tout le monde de la santé sur la partie santé et la partie prévoyance. Et d'autre part, une partie importante de notre activité, la gestion et l'optimisation du patrimoine privé et professionnel. Des conseillers qui accompagnent nos clients sur ces deux volets. Tous nos clients ont accès à 100% de l'offre Alliance car nous travaillons partout en France en proximité avec le réseau des agents généraux. Alors ce soir, nous avons un objectif. Vous faire découvrir la faculté de médecine de Montpellier et son histoire, mais aussi de laisser une trace pour ses 800 ans. Alors, avec la complicité de l'agence Dixit Consulting, notamment Dominique Trezeguet et son équipe, nous avons réalisé un film que nous offrons ce soir à la faculté. Un film qui retrace son histoire et qui va nous livrer aussi quelques secrets. Ce film devient
la propriété de la faculté de médecine et ce soir, nous allons le découvrir tous ensemble. Vous l'avez compris, c'est important et c'était important pour nous d'accompagner cet événement. Une dernière chose avant de nous quitter, plutôt que je vous rejoigne sur le plateau, juste derrière moi, il y a un arbre, mais pas n'importe lequel. En fait, il est très ancien. Il a été planté en 1620 et il a une particularité, il a des pouvoirs magiques. Il réalise les souhaits. Alors ce soir, je ne vais pas faillir à la tradition et avant de vous rejoindre, je vais glisser un vœu dans une de ces cavités. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, merci Monsieur Cantavenera et espérons que le vœu se réalise parce que normalement lorsqu'on le divulgue, il ne se réalise pas. D'ailleurs, on a pris un certain nombre de précautions bien entendu par rapport au Covid et seul l'orateur est autorisé à enlever le masque et puis on a de la solution hydroalcoolique. Donc c'était important pour le comité d'organisation des 800 ans, pour la faculté de médecine, pour l'université, de construire ces 800 ans avec tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs, bien entendu, de la santé, qu'il s'agisse des établissements de santé, des acteurs de soins, mais également les mutuelles, les assurances, mais aussi plus largement tous les acteurs de la société civile, car Monsieur Cantavenera a parlé de patrimoine et il est fondamental pour nous de pouvoir montrer ce patrimoine, car il s'agit de richesses humanistes qui font sens pour les générations actuelles et pour l'avenir. Et on remercie bien entendu le groupe Alliance d'avoir eu l'idée et de construire le film que nous allons vous présenter à l'instant. Bienvenue à la faculté de médecine de Montpellier. J'ai l'honneur et le plaisir de vous la faire visiter. Suivez-moi. La faculté de médecine de Montpellier est la plus ancienne faculté de médecine au monde. Nous sommes dans ces locaux, les bâtiments historiques situés 2 rue École de médecine, et ce depuis la Révolution. Avant, c'était un monastère, puis un palais épiscopal, avant d'être le lieu d'exercice de cette faculté. Je vous amène maintenant au vestiaire de la faculté de médecine. Nous voilà dans la salle du conseil, qui est la pièce emblématique de cette faculté, où sont prises les décisions importantes lors des conseils pédagogiques ou des conseils scientifiques. Cette salle est ornée de tableaux qui représentent les médecins du XVIIIe siècle, et ce sont les chanceliers qui géraient en fin de compte cette faculté, et des professeurs prestigieux, éminents. Et si on devait en retenir un, c'est François Gigot de la Péronie, chirurgien du roi, qui va rassembler les médecins et les chirurgiens, parce qu'auparavant, les chirurgiens étaient considérés comme de simples barbiers. Nous voici actuellement dans le bureau du doyen. Ce bureau est un legs du doyen Buisson à ses successeurs. C'est un bureau qui est richement orné dans le style empire, avec des bibliothèques de livres rares, avec des dorures. Et ce bureau réserve un certain nombre de surprises, dont en voici une, que je vous révèle, une porte dérobée. L'un des lieux emblématiques de cette faculté, c'est aussi sa bibliothèque universitaire. Bonjour Hélène. Bonjour Christophe. Nous nous trouvons ici dans la salle de lecture de la Bibliothèque universitaire historique de médecine. C'est
Une très belle salle, d'ailleurs très appréciée des lecteurs, notamment des étudiants qui viennent y travailler. Mais ce qui fait la particularité de cette bibliothèque, c'est surtout sa collection d'imprimés, donc avec une collection d'imprimés qui remonte au XVe siècle, et de manuscrits. Bien sûr, ce type de document très précieux est conservé dans des réserves qui sont protégées. Cependant, aujourd'hui, nous pouvons vous montrer l'une de ces réserves, les manuscrits les plus anciens datant du 8e siècle. La bibliothèque gère une autre collection qui peut paraître un petit peu insolite dans une faculté de médecine, puisqu'il s'agit d'une collection de dessins anciens, de dessins d'art, donc qui n'ont rien de médicaux. Et nous avons ici, par exemple, des dessins donc, de Fragonard. Une douzaine de dessins de Fragonard sont conservés au musée et, voilà, et sont visibles grâce à ce système assez astucieux de feuilletage, finalement, des vitrines. Nous voici dans la cour d'honneur de la faculté de médecine où se sont tenues les commémorations du 8e centenaire de cette faculté. Cette cour d'honneur résume l'histoire de la faculté avec, juste derrière moi, la cathédrale Saint-Pierre qui surplombe l'ancien monastère et le Théatrum Anatomicum que Jean-Antoine Chaptal, ancien élève montpelliérain, ministre de l'Intérieur sous Bonaparte, a souhaité faire construire. Je vous propose maintenant de nous retrouver dans le conservatoire d'anatomie. Le conservatoire d'anatomie, actuellement musée d'anatomie, a été inauguré en 1851 car il fallait un lieu où stocker, où conserver les pièces pour pouvoir ensuite les montrer aux étudiants en médecine. Ces étudiants en médecine qui venaient dessiner sur des petites chaises à écritoire dans ce musée. Ce musée est constitué de 16 armoires vitrines et de 22 meubles vitrines qui montrent 5700 pièces. On y trouve aussi de la cire anatomique, du carton-pâte, du plâtre. On voit que les professeurs, les enseignants ont cherché à innover en permanence, y ont réussi. Et d'ailleurs, cette continuité dans l'innovation que nous reprenons avec les locaux de la nouvelle faculté de médecine sur le campus Arnaud de Villeneuve. Nous avions donc visité ensemble les locaux historiques de la plus ancienne faculté du monde, mais il était nécessaire de pouvoir proposer aux étudiants montpelliérains les techniques pédagogiques les plus avancées. C'est la raison pour laquelle est né le campus Arnaud de Villeneuve. Pour accueillir ces milliers d'étudiants, je vous propose de le visiter. Nous sommes dans l'un des 5 amphithéâtres où sont retransmis les cours aux étudiants, retransmis en visio et à domicile dans tous les amphithéâtres, puisqu'ils sont plusieurs milliers à assister au même cours. L'histoire, elle est présente dans ces amphithéâtres, sur les moquettes, avec le nom des médecins prestigieux, mais aussi au plafond, avec les portraits qui rappellent les tableaux des bâtiments historiques. Je vous propose maintenant d'aller rencontrer le docteur Blaise Debien, responsable du plateau de simulation. Alors, l'enseignement par simulation, c'est une histoire finalement qui est très ancienne, qui sont aux origines finalement de notre propre faculté, c'est-à-dire quasiment 12e, 13e siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dès le départ, dès la 2e année, les étudiants maintenant sont mis en situation de simulation. C'est-à-dire qu'on va leur donner aussi les outils pour agréger de nouvelles connaissances. On apprend d'une manière organisée, mais organisée pour l'action. On l'immerge, on voit comment finalement il s'organise, comment il agit, et on revient juste après sur justement l'organisation, le raisonnement de l'étudiant. Alors, la nouvelle technologie là-dedans, ça va nous permettre de nous approcher au plus près
du patient lui-même, avec des mannequins qui sont capables de pleurer, sont capables d'avoir des sueurs, capables de saigner, capables d'avoir des réponses émotives, même, hein, je veux dire, avec une tachycardie, une polypnée, parfois même au-delà même. Bien, nous sommes donc sur la plateforme de simulation d'apprentissage des gestes par simulation. Ici même dans la salle d'endoscopie, nous pouvons observer ici que nous avons des colonnes d'arthroscopie qui nous permettent donc de mettre en situation des étudiants en chirurgie, hein, qui sont des apprentis chirurgiens. Ils viennent s'apprendre sur la chirurgie viscérale et sur la chirurgie digestive. Donc des colonnes d'arthroscopie munies d'endoscopes qui leur permettent d'apprendre et de perfectionner leurs gestes et leur dextérité. Cette plateforme fait environ 2000 m². Nous recevons des étudiants en médecine, bien entendu, mais aussi des équipes professionnelles qui viennent parfaire leurs connaissances ou être mis en situation sur des thématiques plus complexes ou plus problématiques. Nous arrivons au terme de cette visite. Nous avons vu ensemble la médecine d'hier, la médecine d'aujourd'hui, mais sachez que dans ces lieux, nous avons des enseignants qui sont aussi des chercheurs et qui nous préparent la médecine de demain. Alors merci beaucoup à Alliance, au groupe Alliance pour la réalisation de ce film sous l'égide de Dixit Consulting qui nous a accompagnés tout au long de ces 800 ans et qui nous a en outre laissé le temps à Marc Cantavenera, qui est responsable du développement au groupe Alliance, de venir nous rejoindre. Bienvenue Marc. Très bien, je suis ravi de vous rejoindre sur le plateau. Juste une petite chose quand même, hein. Résumer 800 ans en 8 minutes, c'était un grand défi. Et je crois qu'il a été relevé. Moi, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé au film et notamment le docteur Christophe Bonnel, qui était un artisan très fort, hein, et on l'a beaucoup sollicité. Voilà. Bien écoutez, oui, je reviens donc du Jardin des Plantes, et c'est un endroit magique, magnifique, et peut-être que tout à l'heure, professeur, vous pourrez nous en dire un mot, hein, professeur Lafavre, vous pourrez nous en dire un mot, puisque vous êtes directeur du Jardin des Plantes, entre autres. Voilà. Donc, pour commencer la soirée et rentrer dans le débat, je vais poser une première question, et si vous voulez bien, Gérald de Schanck, je vais vous la poser à vous, directement. Vous êtes d'accord? Allons-y. C'est le jeu. Allons-y. Donc, le jeu des questions. Alors, la première question, c'est effectivement la question que certaines personnes peuvent se poser, hein. Est-ce que vraiment la faculté de Montpellier, est-ce que c'est vraiment la plus ancienne faculté au monde? Bon, c'est une question qui est intéressante, pas tellement pour avoir le award du premier vendeur de hot dog à l'est de la 47e avenue à New York. On n'est pas dans cette recherche-là dans l'ancien monde, entre guillemets, où tout est le plus ancien. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé il y a 800 ans. Et pour cela, la crise du Covid nous a un petit peu aidés. Pourquoi? Parce que la crise du Covid a montré ce qu'était d'être submergé par la connaissance. Et ce qui s'est passé il y a 800 ans, c'est un peu une situation analogue où l'Europe a été submergée par une connaissance qui était enfouie dans la culture scientifique arabe, persane, qui sont les textes grecs antiques, d'Hippocrate, de Galien, et toute la pensée aristotélicienne. Et cette connaissance, après des échanges culturels liés au voyage, à la politique, s'est trouvée en Europe et s'est développée. Et le monde européen et le monde chrétien a dû allier toute cette nouvelle connaissance avec ce qu'ils avaient réfléchi, ce qu'ils avaient pensé de la chrétienté précédemment. Et il a fallu donner un cadre à cette connaissance. On voit bien avec le Covid qu'il y a eu tout d'un coup 60 millions de spécialistes en France. Hein, dès lors qu'un article sortait, tout le monde pouvait le lire et devenait infectiologue. Eh bien, il y a 800 ans, c'est pareil. Tout le monde pouvait, en lisant un livre de médecine, enseigner la médecine. Et il a fallu donc apporter un cadre à cela. C'est un cadre juridique qui a été posé. Et l'université, hein, c'est pas un bâtiment, c'est un cadre juridique. Il y a une charte de fondation. Il se trouve que nous, on a une charte de fondation qui est datée du
17 août 1220. C'est précis. C'est assez précis. On a bien préparé cette fête-là le 17 août et qui apporte justement un cadre, mais aussi une méthode qui sera la méthode universitaire pour discuter de ces connaissances, savoir ce que l'on peut réellement enseigner. Et ça s'est passé à Montpellier pour des raisons géopolitiques, pour des raisons culturelles aussi, parce que c'est un lieu d'échange, mais pas que. Il y a eu beaucoup de politique derrière tout ça. Peut-être que le professeur Lavalle-Bertrand en dira également un mot. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, moi j'étais convaincu avant votre réponse, mais je le suis encore un petit peu plus. Alors bien sûr, c'est pas la plus ancienne école d'enseignement de médecine. Il y a des millénaires d'enseignement de la médecine. Certains d'ailleurs, en regardant les commentaires sur les réseaux sociaux, font remonter l'enseignement de la médecine à Cro-Magnon. Et avant, il y a eu notamment les Italiens, bien entendu, chers collègues. Alors là, je vais me tourner vers Monsieur le doyen, donc Michel Mondin, et je vais vous poser une question. Finalement, était-il important de commémorer ces 800 ans de la naissance de la faculté de médecine, mais aussi de la médecine élevée au rang de science universitaire? Écoutez, d'abord, je couvre ce film et donc permettez-moi de féliciter tous ceux qui ont pu y contribuer et remercier au nom de la faculté de cette transmission au niveau de la faculté de ce film magnifique. En effet, comme vous l'avez dit, résumer 800 ans en 8 minutes, c'était pas facile. Merci aussi au groupe Alliance pour son soutien dans ces 800 ans. Et puis bien sûr pour la production de ce film. Alors, était-il important de célébrer Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'universités au monde, donc ils peuvent le faire déjà. Donc c'est déjà en soi-même une raison suffisante. Quand on voit un peu les organisations pour les 700 ans, et ainsi de suite, on voit que c'est un événement qui est capital. Capital d'abord pour la ville de Montpellier, parce qu'elle est souvent synonyme de la santé, de la médecine, de ses progrès, mais aussi d'une certaine vision hippocratique de la médecine. Et comme l'a dit le professeur Schank, cette création d'une université qui permet en effet à la fois de valider les savoirs, mais d'avoir tout un arsenal que vous avez découvert dans ce film. Certes, maintenant, ce sont des mannequins, certes, c'est de la simulation, mais comme vous l'avez très bien dit, le jardin des plantes, en dehors d'être dépositaire de messages et de vœux, était avant tout un outil de pédagogie, de recherche, de même que le conservatoire d'anatomie. Et tous ces éléments montrent quand même qu'il y a au sein de cette ville cet ADN qui est la santé. Et donc, on remercie une fois de plus l'ensemble des partenaires qui se sont agrégés pour cet anniversaire. L'autre chose, comme l'a très bien dit le professeur Schank, c'est que vous me posez la question de fêter cet anniversaire de l'universitarisation des sciences médicales, de la médecine. Et c'est important parce que c'est un synonyme de notre temps, de notre problématique actuelle. C'est-à-dire que l'homme est en interaction avec tout le milieu qui est autour. Alors certes, maintenant, on parle en effet de pesticides, on parle de pollution, on parle de crise climatique, mais ça va beaucoup plus largement que ça, c'est-à-dire ce champ qui est d'ordre scientifique, vous l'élargissez à des champs d'ordre sociétaux, sociologiques, d'organisation, des champs culturels, et aller mettre l'homme au centre justement de cette problématique et l'interaction avec son milieu extérieur, c'est un élément très très fondamental. Et en fait, 800 ans, le professeur Schank l'a dit, c'est plus que d'actualité dans la validité des connaissances, dans la gestion de la montagne de connaissances que l'on a. Et cette montagne, elle continue à grandir et à une vitesse qui est exponentielle, faisant même réfléchir à d'autres méthodes de gestion des données. Oui, c'est d'actualité, oui, c'est important. Oui, c'est important de rappeler le message. Et puis, bien sûr, c'est important pour la ville de Montpellier. Très bien, merci. Justement, ça me fait rebondir sur notre question. Si vous permettez, professeur Lafave-Bertrand, je vais vous la poser. Effectivement, on voit bien que ça s'est construit
Ça a pris un petit peu de temps pour que ça se construise correctement et il a fallu du temps et certainement de l'énergie. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est aujourd'hui, l'école montpelliéraine, qu'est-ce qui la caractérise finalement et au travers des siècles que nous avons passés? Qu'est-ce qui la caractérise, cette école, plus particulièrement, si on devait dire quelque chose? Eh bien, ma réponse sera dans la suite de ce qui vient d'être dit. C'est que si l'on comprend bien la cinétique des choses, le 17 août 1220, c'est la reconnaissance par l'autorité de l'époque, c'est-à-dire l'Église, du caractère universitaire, de la dignité universitaire de la médecine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'université de médecine qui est fondée à ce moment-là est une université qui est purement médicale et qui va le rester. Ce qui veut dire que la médecine va constituer un pôle d'attraction fort, puisque les médecins sont réputés, mais ils vont finalement s'agréger tous ceux qui ont, de près ou de loin, un lien avec la santé de l'homme et la place de l'homme dans la nature. Et ce n'est donc pas par hasard que, au fil des siècles, tout le patrimoine qu'on vous a exposé, tout ce patrimoine s'est concrétisé en différents éléments, dont, on l'a vu, les collections, les musées, etc., mais dont le Jardin des Plantes. Le Jardin des Plantes, qui est fondé en 1593 par Henri IV, qui est le plus ancien jardin botanique officiel de France, qui est fondé par la faculté de médecine dans un but d'enseignement de la médecine et qui est toujours géré par la faculté de médecine, et c'est toujours, même depuis 1593, un médecin qui en est le directeur. Pourquoi? Bien sûr, au départ, pour apprendre aux étudiants en médecine l'usage des plantes, mais également au grand public, et en apprenant la science des plantes médicinales, d'apprendre la science des plantes tout court, et donc de larges pans de la botanique sont nés dans ce jardin des plantes, et ont fécondé finalement l'enseignement de Montpellier. Autrement dit, dans la dynamique des choses qui s'instaure en 1220, il y a vraiment la conception d'une médecine qui est une médecine, et on l'a dit, extrêmement transversale, qui s'intéresse bien sûr au savoir médical proprement dit, qui s'intéresse bien sûr aux sciences exactes au fur et à mesure qu'elles se constituent, la physique, la chimie, la physiologie, l'anatomie aussi, bien sûr, à partir de la Renaissance, mais qui a un discours sur l'homme qui va aller à la fois de la philosophie, de l'art, de la médecine proprement dite, vers les sciences dures, vers la botanique, tout ceci pour constituer ce que l'un des grands auteurs qui trône à l'entrée de cette faculté, Barthès, a appelé la science de l'homme. C'est-à-dire la médecine, science de l'homme, au sens extrêmement large. Et je crois que toute la cinétique de l'évolution de l'école au cours de ces 800 ans se caractérise par ce terme-là. Très bien. Et je vais vous garder encore un petit peu et on va parler des personnages illustres qui ont fabriqué, enfin qui ont participé à l'histoire de la faculté de médecine aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quelques noms? Quelques noms, parce que je sais que le sujet est vaste et on pourrait y parler longtemps. Parce que le sujet est vaste et parce que, alors bien sûr il y a quelques noms illustres qui diront quelque chose à beaucoup de gens, mais parce que aussi il y a un esprit collectif et que cet esprit collectif, bien vous en avez ici un certain nombre d'échantillons, mais où chacun a joué finalement sa note dans une partition extrêmement large. Si l'on part du Moyen-Âge jusqu'à maintenant, on peut citer Arnaud de Villeneuve, l'un des plus illustres médecins du Moyen-Âge, Guy de Chauliac, qui est finalement le dernier maillon de l'union de la médecine et de la chirurgie, qui après vont diverger jusqu'à la Péronie dont on a parlé tout à l'heure, qui les ressoudra au XVIIIe siècle. Il va y avoir Rabelais, on ne peut pas éviter Rabelais qui vient s'inscrire à la faculté de médecine en 1530, qui repassera en 1537 et qui a reçu une véritable imbibition de cet esprit parce que la médecine telle que l'a décrit Rabelais dans ses ouvrages est très largement imbibée de tout ce qu'il a vécu ici. Et puis si l'on continue, eh bien ils sont passés à Montpellier
énormément de gens. On a aussi, je parlais de l'histoire de la botanique, des professeurs de médecine qui ont été de très grands noms de la botanique, comme Magnol, qui a donné son nom au magnolia, par exemple, comme De Candolle, dont le portrait est là-haut, et qui a été l'un des plus grands botanistes de l'histoire, comme Chaptal, qu'on a cité tout à l'heure pour l'amphithéâtre, qui a été étudiant ici, qui a été professeur dans cette école et qui a fait la carrière politique et aussi la carrière de chimiste que l'on connaît. Et on pourrait poursuivre, mais ça nous amènerait bien entendu extrêmement loin. Mais il y a toute une pléiade, mais en insistant bien sur le fait que c'est un véritable concert dans lequel chacun joue sa note. Très bien, merci. On va changer de sujet, si vous voulez bien. Et je vais m'adresser au doyen, Michel Mondin, donc de la faculté encore une fois, et selon l'adage, l'histoire est un éternel recommencement, mais là vous voyez où je veux en venir. Hein. Il y a 100 ans, il y a la grippe espagnole, c'était les 700 ans, l'anniversaire des 700 ans de la faculté de médecine. Aujourd'hui, 800 ans, 100 ans après, on parle de pandémie. Et on est en plein dedans, on en a parlé, vous avez évoqué les choses tout à l'heure. Et en fait, ma question, c'est quel est l'impact du Covid sur les 800 ans, concrètement aujourd'hui, et plus largement sur la médecine, si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Et comme vous le dites, l'histoire est un éternel recommencement. Cela n'empêche pas de pouvoir apprendre quand même de l'histoire, et je crois que en dehors des 800 ans, cette nouvelle pandémie nous incite à développer des stratégies à la fois dans le domaine de l'épidémiologie, dans le domaine de la prévention, dans le domaine du repérage, dans le domaine de la recherche ou même de développement de techniques vaccinales ou autres, permettant de répondre à ces enjeux des pathologies émergentes. On a beaucoup discuté du vaccin avec de l'ARN. Beaucoup d'encre ont coulé. C'est une boîte, c'est un canif, hein. C'est un outil. C'est un outil qui vous permet de décliner très très rapidement une solution vaccinale. C'est un des exemples, je pense, c'est un des enseignements majeurs, si vous voulez, de cette crise, de dire que nous vivons pour des raisons multiples, environnementales, écologiques, des modifications des mondes végétaux, des mondes animaux, de l'interface avec l'homme, et qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes sur la répétition de ces pandémies, et d'avoir une réflexion sur quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire quelque chose qui est émergent, comme quelque chose d'extrêmement nouveau. Ce n'est même plus de la prévention, c'est de la pré-prévention. Donc ce sont des concepts un peu particuliers qui doivent se décliner en recherche, qui doivent se décliner en enseignement. Et donc je pense que c'est un enseignement fondamental de la crise que nous vivons actuellement. Bien sûr, il y en a de bien nombreux autres. Concernant la partie de la célébration des 800 ans, je dirais deux images. La première chose, bien sûr, et toutes les personnes assises autour de cette table, présentes au comité de pilotage, ont vu que cela a bousculé complètement notre programme de célébration. Alors certes, dans des batailles de calendrier, des événements redécalés une fois, deux fois, trois fois. Surtout l'impossibilité d'avoir la convivialité telle qu'on la désire tous. C'est vrai que c'est quand même très très agréable de pouvoir se retrouver, mais il y avait un certain nombre d'éléments qui devaient permettre de réunir le plus grand public. Pourquoi ? Parce que la philosophie des 800 ans a été de répondre un peu que chacun y retrouve ce qu'il cherchait. Certains y cherchaient des données d'ordre médical, les médecins. D'autres des données beaucoup plus scientifiques, toute la communauté universitaire. Et d'autres, nombreux sont les Montpelliérains, et les médecins et les scientifiques voulaient un événement festif, les étudiants.
Et donc, il y avait un événement qui était prévu avec plus de 2000 personnes qui a dû être annulé. Donc, c'est ainsi, ça a été des bouleversements de calendrier, ça a été des bouleversements de programme, en effet. Mais on a tenu véritablement à pouvoir faire chacun des événements pour honorer le contrat qu'on avait vis-à-vis de l'ensemble des personnes et puis faire passer ce message, le marteler. Alors on va être optimiste, on va dire que ce message a été plus que souligné dans son actualité par l'importance de la validation universitaire des connaissances, de par la réflexion de l'homme au centre du dispositif. On va dire que ça nous a permis de prolonger à la limite le temps de communication, et comme l'enseignement, c'est la répétition, c'est de faire passer les messages du fil rouge de la philosophie de cette université. Donc on va dire qu'il y a quand même des effets positifs, mais en effet, nous avons dû nous adapter. Voilà un peu les différents enseignements. Et puis pour reprendre un peu votre expression de la grippe espagnole, cette fameuse grippe espagnole qui est américaine, au moment où quand même nous discutons pendant 107 ans de savoir de quel laboratoire chinois ça sort, ça nous amène aussi un certain recul sur comment se passent les choses. Et on voit bien sur cette grippe espagnole, si vous voulez, les militaires américains qui étaient parqués en préparation de leur envoi en France en 17 et qui étaient probablement un des vecteurs principaux, la suite a suivi. Et puis il faut garder là aussi de l'optimisme, c'est-à-dire se rappeler que cette épidémie, cette pandémie, elle s'est éteinte aussi sur la mutation. Et donc c'est aussi un signe d'espoir et d'enseignement. Merci. On va rester sur ce mot espoir et enseignement. Et on va parler d'enseignement. Et là, je vais me tourner vers vous, docteur Christophe Bonnel. Et je vais vous poser une question. Alors, une question fermée, à laquelle je vais répondre oui, mais ensuite, vous allez développer. Y a-t-il donc une révolution de l'enseignement médical depuis un siècle? La réponse, c'est oui, bien entendu. Mais voilà, je vous laisse nous dire, vous nous apporter des éléments sur comment et pourquoi, et voilà, nous éclairer là-dessus. Alors, en complément de notre petite visite, vous avez vu quelques images. Effectivement, l'enseignement, la pédagogie, c'est une source d'innovation et il faut toujours faire mieux. L'anatomie, effectivement, on l'a montré sur des dessins dans les livres, sur les tableaux. Et le premier challenge a été de la montrer à un grand groupe d'étudiants, donc à la faculté. On l'a reproduite, agrandie sur des tentures qu'on déroulait. Et c'est les ancêtres, en fait, de nos écrans où maintenant on vidéo projette. Donc déjà, première innovation. Ensuite, il y avait les dissections. On savait disséquer, ouvrir les corps. Mais pour pouvoir les montrer à de nombreux étudiants, il faut qu'elles perdurent dans le temps. Donc le défi, le challenge, il a été chimique. On a utilisé le formol, ça tout le monde le sait. Puis ensuite, on a voulu le montrer, mais à l'air libre. Et on a utilisé le mercure, on a utilisé l'arsenic, on a utilisé l'alcool. Et là, on a relevé ces challenges et on a maintenant des écorchés qui ont plus d'une centaine d'années, la méthode de Fragonard par exemple. Donc c'est vraiment des challenges à chaque fois. Ensuite, on s'est dit, mais on veut reproduire l'anatomie, mais avec des reproductions qui ne sont pas avec des tissus humains. Donc on s'est intéressé à la cire. Et cette cire, on l'a moulée, on l'a peinte, on l'a sculptée, et on a de très belles cires au niveau du musée, oui, bien entendu, mais en plus qui sont historiques, parce que c'est Napoléon qui les a voulues dans ce musée, qui les a vues à Florence, à la Specola, et quelques années après, on les reçoit à Montpellier. Donc, autre challenge, la cire, ça se casse. Donc on veut la mettre dans la main des étudiants. Qu'est-ce qu'on va chercher comme matière ? On va aller chercher une matière qui s'appelle le papier mâché, tout simplement. Et il y a un médecin en France, Louis Ozou, qui va carrément construire une usine pour fabriquer, et partout dans le monde, on va pouvoir manipuler. C'est une anatomie plastique qu'on va pouvoir en fait démonter avec des petits crochets. Et c'est aussi quelque chose de génial pour pouvoir étudier cette anatomie. Mais à la faculté, avec les étudiants, on en a quelques spécimens. Alors, je passe le plâtre, le bois, la sculpture, et puis de nos jours, on passe... Alors, de nos jours, les années 50, on décide de mettre des matières plastiques dans le foie,
et ensuite ça moule les cavités à l'intérieur, on met un petit peu d'acide et on a le moulage, et c'est la base de la chirurgie hépatique de nos jours. Et puis bien entendu, on est dans le digital. À la nouvelle faculté, on l'utilise pas mal. Cette imagerie scanner et IRM que vous connaissez tous, nous, nos étudiants, sur des consoles hyper spécialisées, d'un simple clic, la montrent en train de bouger, d'être modélisée en 3D en couleur. Et puis la réalité virtuelle vient, et puis l'immersion. La seule question qu'on peut se poser, c'est que de nos jours, on arrive à regarder encore ce qui a été fait il y a 150 ans. Est-ce que dans une centaine d'années, avec le digital, les étudiants pourront toujours voir ce qu'on est en train de réaliser comme support de nos jours? Moi, j'en suis pas sûr. Est-ce qu'on essaie de relever le challenge, mais est-ce qu'on va y arriver? La question, dans une centaine d'années, je vous donne rendez-vous. Écoutez, on sera peut-être là dans une centaine d'années, on verra bien avec les progrès de la médecine, on ne sait pas. Mais en tout cas, merci pour votre éclairage. On va peut-être clôturer cette première partie, et je vais vous poser une question, monsieur le doyen, Michel Mondin, et vous demander, alors plus largement, hein, je change de sujet, et finalement on se tourne vers l'avenir. Et ma question, c'est de vous demander quels sont, selon vous, les défis ou les grands challenges de la médecine de demain. De la médecine, pas de l'enseignement des médecins. On peut faire aussi enseignement des médecins. Vous avez raison. C'est deux choses. Vous avez raison. Mais on va faire les deux si vous voulez bien. Bon. Voilà. Alors, les enjeux de la médecine de demain, elle est, j'allais dire, dans un premier temps, de l'évolution de la relation du patient et du médecin. Du savant dosage, du non-humain, qu'il soit biologique, qu'il soit génétique, qu'il soit robotique, qu'il soit de télémédecine, qu'il soit d'algorithmique, qu'il soit tout ce que vous voulez, et de la part humaine. C'est un enjeu majeur à un moment donné où, en effet, la société change, les relations changent, beaucoup de connaissances, de nouveautés font immersion, et le challenge principal, c'est cet élément. Il n'est pas d'ordre technique, il n'est pas d'ordre. On est tous émerveillés devant les ciseaux ADN, on est tous émerveillés devant le robot qu'opère seul. On est tous émerveillés devant le panel qui vous annonce avec joie qu'à 56 ans, vous aurez le cancer du côlon. On est tous émerveillés devant ça. Et il faut l'intégrer dans la pratique. Mais quelque part, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez au travers de la caméra, quel est à un moment donné les dispositifs d'annonce? Quels sont les dispositifs d'explication? Quels sont les dispositifs d'accompagnement? Le cancer fait d'énormes progrès, mais la problématique, c'est l'organisation des SSR, des suites de soins, de réadaptation, de néoplasie, c'est l'accompagnement de fin de vie. Donc c'est recentrer que dans ce siècle de progrès, et nous sommes véritablement dans une course effrénée, et les talents sont plus que multiples, c'est trouver ce savant dosage, et quelque part, c'est quelque chose qui dépasse très très largement les médecins, puisque c'est l'ensemble des soignants qui interviennent. Et c'est cette interrogation à avoir sur quel dosage l'on veut et que veulent en fait l'ensemble des personnes. Vous, moi, nous sommes des patients. On est des patients, puisque que voulons-nous, en effet, dans la relation? Alors on veut le mixte, on veut ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux, vous trouverez plein de
témoignages sur l'annonce d'un très très beau diagnostic, très très pointu. Et les mêmes témoignages de pleurs en sortant. Et comme on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien, vous savez, c'est un grand proverbe en chirurgie, mais qui mérite quand même réflexion. Donc en effet, c'est comment on essaye de concilier tout ça dans cette construction. C'est quelque chose qui nous dépasse très très largement, puisque on est dans des acteurs de santé, on est dans de l'organisation sanitaire, et bien au-delà, on est dans l'organisation de tout ce qu'il y a autour du patient, que ce soit en termes de son accompagnement, que ce soit du domaine de l'action de prévention. Voilà, c'est un peu tous ces éléments qui sont les réels défis de cette médecine. Et donc, en effet, il y a la technologie, mais la technologie, c'est ce qui est le plus facile à faire briller, si vous voulez. Et rappelez-vous des grands progrès quand vous regardez les films en noir et blanc, si vous voulez, des premières greffes de cœur. C'est un progrès merveilleux. Maintenant, c'est rentré dans... Je ne vais pas dire que c'est facile, mais... Et qu'est-ce que c'est qui vous fait réfléchir? Je vous invite à regarder un reportage qui avait été fait en particulier par la chaîne parlementaire sur la chaîne de la vie des greffons. Et quand on a le cœur de quelqu'un d'autre, se poser qui m'a donné ce cœur et pourquoi et comment. Voilà, ben c'est cet équilibre, vous voyez, entre quelque chose qui brille, on était en 68, et 2010, autre chose qui brille sur des questionnements, vous voyez, qui nous retournent quelque part, qui nous interrogent sur notre sens profond. Ben c'est ça le challenge de la médecine du 21e siècle. Je vais parler de formation. Non, mais je vous relance là-dessus. Et sur l'enseignement, alors? Sur l'enseignement? Oui. L'enseignement, il y a plusieurs éléments, si vous voulez. Il y a d'abord un rapport différent à la connaissance. Un rapport différent à la connaissance parce que, en effet, d'abord, il y a une avalanche de connaissances toutes les secondes, qui fait donc qu'il faut sortir de ce paradigme de la tête entièrement bourrée pour pouvoir, en effet, avoir une tête peut-être un peu moins remplie, mais en ayant les couteaux suisses pour pouvoir évoluer. D'autant plus que on est très très bien habitué à la médecine classique clinique de la jaunisse. La jaunisse plus ce qu'on appelle les fanères qui chutent, plus ça va vous dire quelque chose. Sauf que cette clinique, elle va évoluer. Elle va évoluer parce qu'en effet, en raison de multiples capteurs, de multiples informations, à la fois de la personne, d'origine génétique, d'origine protéomique, peu importe, omique, plein d'informations qui viennent sur aussi l'interaction avec l'environnement, vous allez définir une nouvelle sémiologie. C'est-à-dire que ce que l'on apprend actuellement va rester en effet valide pour les 40 ans, mais va venir se compléter par plein de choses qui vont rapidement évoluer. Donc il faut avoir un rapport à la connaissance différent. La deuxième chose, c'est avoir un bagage technique. Il est obligatoire. Comme je dis toujours, lorsque vous avez quelqu'un qui est en train de mourir et qu'il faut masser, vous n'avez pas le temps d'ouvrir la page 63 vous expliquant comment on fait un massage cardiaque externe. Ou sinon, ça ne marche pas bien. Ce sont des choses très simples. Encore faut-il les rappeler. Donc, il y a ce bagage. Et le troisième pied, si vous voulez, du trépied, non pas de la pitié, mais du trépied de la formation, c'est en effet ce savoir-être. C'est ce savoir dans la communication, dans le relationnel, mais aussi dans son positionnement. Positionnement vis-à-vis du patient, positionnement dans le système sanitaire. Quelle place avons-nous? Quel rôle avons-nous? Quelle est la place de l'infirmière de pratique avancée? Quelle est la place de la kiné? Quelle est la place du médecin traitant? Quelle est la place des spécialistes? Quelle est la place du directeur d'EHPAD qui va gérer les personnes âgées dans la clinique? Quel est le rôle de l'audioprothésiste qui va éventuellement le faire entendre dans la prévention de son Alzheimer? C'est savoir se positionner. Voilà, vous voyez une formation qui est peut-être pas étincelante au premier, mais qui amène un certain nombre de réflexions sur le savoir, la partie technique et le savoir-être. Et le savoir-être. Merci, merci beaucoup.
Peut-être Yves Mathéo, vous souhaitez prendre la parole? Si vous donnez la parole. Si vous voulez. Voilà, mais bien, avec plaisir. Avec plaisir. Donc on va passer à la deuxième partie finalement, hein, plutôt à la question que l'on s'est posée en se disant la place d'Allianz aujourd'hui dans le monde médical. Bien sûr que on l'a évoqué au début de la soirée, hein, nous sommes proches du monde médical et c'est historique. Mais concrètement, vous êtes responsable délégué régional Occitanie Sud, donc Languedoc-Roussillon. Vous êtes venu accompagner donc de collaborateurs pour qu'ils nous disent concrètement eux, leur vécu du quotidien en rapport avec la médecine. Et avec Philippe Dahan, donc d'Allianz Global Investor. Voilà, je vous laisse la parole, Yves. Merci. Effectivement, donc on le sait tous, Allianz investit beaucoup. Allianz innove donc dans le quotidien sur la garantie de nouveaux risques, mais également donc nous soutenons la recherche médicale depuis 1984 au travers de la fondation Allianz Institut de France. Tout ça pour contribuer donc à réduire et à prévenir donc les risques de santé. Sur Montpellier, nous avons de la chance puisque nous avons donc le professeur donc Cavalli qui est donc, on l'a vu, directeur de la recherche du CNRS de Montpellier et qui a obtenu donc le prix de la Fondation Allianz en 2012. Donc du coup, je vais vous poser la question, professeur. Ce prix, au final, donc, vous l'avez obtenu pour quelle raison? Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Et est-ce que ça a été un réel booster donc dans votre activité? Alors merci. D'abord, je veux saluer Allianz pour m'avoir décerné ce prix parce que, même si beaucoup de temps est passé, parce que c'était un prix décerné pour des travaux de recherche fondamentale et c'est pas tout à fait peut-être ce qu'on aurait pensé quand on est une fondation comme Allianz, mais en fait, oui, ça a été fait. Et en fait, ça concerne nos recherches sur le patrimoine génétique, sur l'ADN. Alors l'ADN, vous savez, ça fait presque 70 ans que on le connaît, on sait que c'est notre patrimoine génétique, on sait que dans chacune de nos cellules, il y a 2 mètres d'ADN qui doivent s'agencer et ils vont être agencés dans 1/100 de millimètre de diamètre qui est notre noyau cellulaire. Alors comment fait-il cet ADN être agencé? C'est une question qu'on se pose depuis sa découverte. Et malgré des décennies de travaux et tous les travaux, notamment de microscopie en utilisant des microscopes de dernière génération, on savait encore peu de choses, relativement peu de choses. Et nous, ce que nous avons fait, c'est d'abord d'identifier des composantes qui régulent l'organisation tridimensionnelle de cet ADN et de montrer qu'en fait, ces composantes sont elles-mêmes une partie de notre patrimoine génétique. C'est-à-dire que tout n'est pas dans la séquence d'ADN, il y a aussi des composantes qui s'y associent et qui sont transmises aux cellules filles et qui sont transmises aussi aux générations futures même. Donc ça, c'était une partie des travaux. Et l'autre partie, c'était le fait qu'on est sorti du microscope et qu'on a mis au point une technologie qui permet de cartographier l'organisation des chromosomes à très haute résolution et en 3 dimensions. Et ça nous permet de voir chacun de nos gènes, comment il est localisé. Mais bon, ça, ce sont des travaux que nous avions faits sur la mousse du vinaigre. Donc, c'était vraiment des travaux fondamentaux. Et donc, ça, c'était le prix. Et vraiment, grand courage de la Fondation Allianz. Maintenant, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? C'est d'aller au-delà. En fait, c'est de se poser la question. La mousse de vinaigre, c'est bien sympa. C'est un modèle très intéressant pour comprendre aussi les cellules humaines, mais ce ne sont pas des cellules humaines. Et donc, on est d'abord allé vers des cellules de souris. Ça nous a pris beaucoup d'années, 5 ans de travaux, qui ont démarré avec ce prix, en fait. Et nous avons cartographié à très haute résolution maintenant le génome des cellules de souris, soit des cellules totipotentes, soit des cellules qui se différencient en neurones. Et on a appris beaucoup de choses très intéressantes sur le fonctionnement de ces cellules normales, mais aussi en référence avec des pathologies, notamment neurodéveloppementales, qui impliquent en fait souvent des altérations de ces composantes qui organisent l'ADN. Et maintenant, on va vers des pathologies qui sont donc les troubles neurodéveloppementaux, mais aussi les cancers. Donc pour nous, ça a été vraiment fondamental. Donc on a été ravis et je félicite encore Allianz pour nous avoir reconnus. Merci.
Merci professeur, mais bon, témoignage très intéressant puisqu'on voit le côté concret, je dirais, donc de ce prix et effectivement donc de toutes les recherches que ça a permis. On sait que la fondation, donc, ce sont des prix donc qui sont donnés donc bien sûr à certains chercheurs. Ce que l'on perçoit peut-être un peu moins, c'est le fait que l'investissement donc qui est fait, donc le placement qui est fait donc par nous, hein, donc les uns les autres, qu'on soit particulier ou professionnel, c'est quelque chose aussi qui est très fort aujourd'hui donc dans le groupe Allianz. Et aujourd'hui, je voudrais me tourner donc vers donc une de mes conseillères, donc Vanessa Guillaumet. Donc Vanessa, donc tu es conseillère en gestion de patrimoine donc au sein du groupe Allianz, ici donc dans la région. Moi, ma question, c'est aujourd'hui, tes clients, qu'est-ce qu'ils te demandent, qu'est-ce qu'ils recherchent donc dans leur placement, dans leurs investissements? Merci. Donc, eh bien, alors c'est une bonne question puisque nos clients aujourd'hui ont des attentes très précises. Pour peut-être expliquer de la façon, la manière dont nous travaillons, notre quotidien, c'est vraiment l'accompagnement, le conseil de nos clients. Donc, comme Marc le disait, particuliers ou professionnels autour de l'organisation de leur patrimoine. Donc, bien entendu, chaque personne a des objectifs différents et donc ce conseil est vraiment un conseil sur mesure qui passe par le bilan patrimonial. Donc, je m'aventurerai en toute humilité à une analogie avec le secteur médical. C'est vrai que le médecin qui va faire un diagnostic, eh bien nous devons faire ce bilan pour tout simplement réaliser des constats et mesurer l'écart entre les objectifs de nos clients et la réalité finalement. Ce bilan nous permet de donc bâtir des stratégies patrimoniales, de préconiser des solutions qui vont toucher à leurs préoccupations. Et ces préoccupations peuvent être la transmission, je dirais que le lieu aussi est important, on parle de transmission et je pense que c'est une préoccupation très présente, la fiscalité et puis bon l'épargne, la retraite. Là aussi, nous sommes des généralistes et nous faisons appel à des spécialistes. Donc les spécialistes, ce sont les experts comptables, les notaires, les avocats, parce qu'on travaille dans un environnement qui est complexe et donc ces spécialistes vont nous permettre justement d'appuyer sur le plan juridique, fiscal, donc nos conseils. Donc pour revenir à cette question effectivement qui était les attentes donc de nos clients. Alors aujourd'hui nos clients plus qu'hier et je pense que le contexte sanitaire a accentué ce constat, veulent donner du sens à leur épargne. Et donc nous sollicitent pour bien entendu comprendre quels sont ces investissements et des investissements socialement responsables. Donc je me tourne vers Philippe Dahan, donc qui représente notre gestionnaire d'actifs, pour nous expliquer, Philippe, comment Allianz répond à ces attentes et à travers quel type de solutions. Merci pour cette question. Donc, je prends le relais. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je représente Allianz Global Investors, la société de gestion d'actifs du groupe Allianz, donc qui est aux côtés des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, nous fabriquons et nous gérons tous les produits financiers que l'on retrouve dans les solutions qu'elle vient de citer, donc dans les contrats d'assurance vie, dans les comptes titres, dans les plans d'épargne en action, dans le nouveau contrat retraite de la loi Pacte, le fameux PER. Donc, on fabrique des SICAV monétaires, des SICAV obligataires, des SICAV actions ou des SICAV diversifiés en fonction du profil de l'investisseur de chacun. Donc, dans notre métier de gestionnaire d'actifs, nous devons filtrer nos investissements. Pour quelle raison? Limiter et minimiser les risques financiers et maximiser la performance. Mais aussi, il faut que cela ait du sens pour l'investisseur. Donc, par rapport à cette question, je vais répondre oui. Est-ce que le fait de donner du sens est-il une priorité? Nous sommes à l'écoute des besoins des marchés, des investisseurs, des épargnants, de vos clients. Et oui, en ce sens-là, je vais répondre un petit peu plus loin, mais pour quelle raison on pose cette question-là? Parce que le monde change, le monde évolue, on a pu le voir un petit peu tout à l'heure, des tendances se sont dessinées au cours des dernières années, des dernières décennies, des tendances, et nous, ces tendances, alors des tendances ou des méga tendances, c'est juste de l'observation de courbes. Donc non seulement nous on pense que ces courbes vont durer, mais qu'elles vont se renforcer et s'accélérer. Alors
par rapport à quoi? Eh bien, un lieu commun par rapport à toutes les tendances et aux thématiques que je vais citer pour donner du sens. La première, c'est la démographie. On ne peut rien contre la démographie. D'ici 2050, la population mondiale va s'enrichir de 2 milliards d'individus. Plus de classe moyenne, une population vieillissante, qui va s'accélérer. Donc le nombre de personnes au-delà de 80 ans eh bien, va être multiplié, alors j'ai pas le chiffre, par 3 d'ici 2050, hein, donc dans pas longtemps. Et donc eh ben, la conséquence, c'est que la longévité eh ben, souligne la nécessité d'investir dans un domaine qui est la santé. Autre tendance, ou méga tendance, cette démographie-là fait que la population augmente, mais elle va habiter dans les villes, donc une urbanisation. Et il va falloir organiser tout ce qui est service dans les villes, autour de l'énergie, autour des transports. Et tout ça, c'est beaucoup d'investissements et surtout autour de l'eau. Effectivement, donc, et là, la technologie va nous aider aussi dans le cadre des villes et dans les villes intelligentes. La technologie, l'intelligence artificielle, on va voir une vidéo dans pas longtemps. Comme le disait tout à l'heure Vanessa, il y a quelques instants, eh bien, la crise sanitaire a renforcé des tendances telles que la digitalisation, telles que la robotique et l'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qui est environnemental, tout ce qui est investissement socialement responsable. L'environnement a été dopé et accéléré par rapport à cette crise sanitaire, et aussi l'eau et ses enjeux. Donc effectivement, la population a augmenté au cours des dernières décennies, la demande en eau a fortement augmenté, donc tout ça, ce sont des tendances, et donc l'accès à l'eau potable, donc tout ce qui est traitement de l'eau, efficience autour de l'eau, infrastructure autour de l'eau. Il faut savoir que la plupart des installations autour de l'eau, les infrastructures sont vieillissantes, à remplacer ou à créer, et ça, c'est beaucoup d'investissement. Et bien entendu, l'intelligence artificielle va nous aider en ce sens, parce que l'intelligence artificielle, on la retrouve dans tous les domaines, dans les transports, dans l'aérospatial, autour de l'eau, comme je viens de le citer, et donc et bien entendu dans la santé, je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc, dès qu'on se lève le matin, on se lève avec l'intelligence artificielle, et là, c'est beaucoup d'opportunités. Le marché de l'eau, c'est une croissance potentielle de 4 à 6% par an. On est là aussi pour apporter de la performance et de la croissance pour les patrimoines financiers des clients de Vanessa et d'Allianz. Alors, si on veut donner un exemple par rapport à toutes les tendances et à toutes les thématiques, on a posé la question à nos clients avant tout, aux clients d'Allianz. Donc, il y a une communauté d'Allianz qui est interrogée régulièrement sur différents thèmes, sur différents sujets. Ça peut être l'auto, l'habitation, mais là, on est sur le patrimoine. Et on leur a posé la question, seriez-vous prêts à investir dans des solutions thématiques? Alors, arrive dans les premières positions l'investissement socialement responsable. C'est quoi? C'est une déclinaison du développement durable au monde de l'investissement. La société que je présente est un pionnier en la matière. On ne s'est pas lancé il y a 1 an ou 2 ans, comme nous l'impose la loi Pacte, d'intégrer des fonds labellisés ISR, mais on s'y est lancé depuis pratiquement 20 ans. On a créé des fonds qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'on est vraiment une expertise, un savoir-faire. La transition climatique, on a une expertise par rapport à cela. On a créé un fonds lors de la COP21 qui a eu lieu en France en novembre 2015. C'est un support qui dégage de la performance, et on est tout à fait en phase avec les exigences de vos clients qui, au quotidien, eh bien, font des actes respectueux de l'environnement. Donc le tri sélectif, je baisse le chauffage de 1 à 2 degrés, donc j'émets moins de gaz à effet de serre, je consomme moins de matières fossiles, et aussi je m'y retrouve au niveau économique. D'autres sujets comme la santé arrivent en première position. La santé, c'est le sujet dominant depuis plus d'1 an, c'est la préoccupation première de vos clients, et bien évidemment tout ce qui est technologie, intelligence artificielle a été aussi plébiscité. Je peux vous demander d'envoyer la vidéo. J'espère que je ne vais pas dépasser mon temps.
Donc voilà, juste pour terminer, donc effectivement, nous avons créé un support qui s'appelle Alliance Intelligence Artificielle. Donc, qui l'année dernière a fait quand même 80% de performance, mais ça a été dopé par cette crise sanitaire. Juste pour terminer, alors pourquoi la santé a du sens dans nos investissements? Parce que c'est un marché en forte croissance sur le plan de la performance. C'est un marché de 8 500 milliards en 2018 avec des potentiels de progression de l'ordre de 9% pour les prochaines années pour arriver à 11 000 milliards 500 d'ici 2022. Et donc, eh bien, c'est de la forte croissance, c'est de la performance, et donc, eh bien, c'est ce que l'on essaye d'apporter à nos clients. Et donc, cette tendance sur le domaine de la santé, va se renforcer et sera soutenue par quoi? Par ce qui est démographie. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est un lieu commun à tous les sujets comme la transition climatique, l'eau, aussi le comportement. Le comportement de l'être humain, lui, est de plus en plus attentif à son état de santé, à son bien-être. Donc effectivement, il y aura un comportement qui va impacter ce domaine. Et je termine avec la technologie. Bien évidemment, la technologie, on a pu le voir que l'intelligence artificielle aide aussi la médecine à trouver, on a parlé d'ARN messager tout à l'heure, effectivement l'intelligence artificielle a aidé à accélérer le développement des vaccins contre le coronavirus. Elle aide au diagnostic pour tout ce qui est scanner, IRM, ce qui permet aux médecins de se consacrer plus de temps aux patients, parce que ce qui n'est pas vu à l'œil nu peut être vu par les machines. On peut avoir la télémédecine. Et donc, on a créé un fonds tout à fait récemment qui s'appelle Alliance Health Evolution. Voilà. Merci pour... Merci Philippe. Maintenant, je vais me tourner vers Audrey Parra, qui est conseillère spécialisée en protection sociale, toujours dans notre région. Audrey, on a parlé de santé, donc toi tu es au quotidien au contact des clients pour évoquer ce sujet. Concrètement, en fait, ton métier, c'est quoi? Tu leur parles de quoi donc à tes clients? Et un assureur comme Allianz, quel rôle il a joué dans l'environnement de la protection sociale? Merci. Donc, mon rôle est d'accompagner mes clients qui sont principalement des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants, des professions libérales, sur 3 axes essentiellement, donc la santé, la prévoyance et la retraite. Donc, comment je travaille? Tout simplement, la première étape, c'est de rencontrer mes clients. Et comme l'a évoqué précédemment Vanessa, c'est de faire un diagnostic pour réellement connaître notre client et lui apporter les meilleures solutions possibles. En plus de cela, nous apportons des services supplémentaires de prévention et d'accompagnement à nos clients. Donc pour cela, je vais l'illustrer avec du coup un exemple. Donc le sport sur ordonnance. Allianz, au 1er juillet 2020, a mis en place un accompagnement pour les personnes et nos clients en ALD. En ALD. Donc c'est affection longue durée, et également les patients du Covid qui ont été en réanimation ou en soins intensifs. De ce fait, Allianz en fait prend en charge et accompagne les clients en leur mettant à disposition un coach sportif personnalisé. Voilà, donc enfin, étant ancienne sportive de haut niveau, je suis totalement convaincue que le sport est un vrai bénéfice pour préserver et améliorer la santé de nos clients. Et pour cela, Allianz est quand même bien implanté dans le monde sportif, puisqu'on est partenaire des prochains Jeux Olympiques. Et localement, on travaille en collaboration avec le Comité régional olympique et sportif Occitanie, qui ont mis en place un dispositif sport santé dans les entreprises en direction des salariés pour éviter la sédentarité, tout simplement. Donc, c'est le Work and Move. Voilà. Donc, pour finir, un petit point particulier, puisque je suis spécialisée aussi dans les professionnels de la santé, par le biais de l'UNIM. Donc, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle qui a été créée par des professionnels du monde médical et paramédical pour répondre exclusivement à des professionnels de la santé sur différents aspects qui peuvent être le cabinet de groupe, l'assurance emprunteur, la santé et la prévoyance, entre autres. Voilà. Merci. Merci à vous 3. Donc, je crois que vous avez été extrêmement clair et très explicite. Si j'ai tout bien compris, on peut préparer son avenir dans l'investissement ou dans la santé, je dirais, tout en investissant de manière intelligente.
avec surtout, je dirais, la volonté de donner du sens donc à son épargne, du sens, je dirais, donc à sa protection sociale par rapport à ses propres donc besoins et par rapport, je dirais, donc à ses propres convictions. Et on a parlé beaucoup de communication avec bon, pour nous, on va dire nos clients. Je pense que pour vous, vous allez dire vos patients. Je crois que l'écoute donc est essentielle dans tout ça. Et là aussi, je crois que ça doit être donc un point fort du groupe. Donc voilà, merci. Absolument. Et je vous laisse la parole. Tout à fait. Merci Yves, et merci à tous pour votre intervention. Alors on arrive au terme de notre soirée. Je vais demander peut-être un petit mot de conclusion. Et si vous permettez, Gérald, je vous poserai une question à la fin. Mais on va faire un petit tour de table, si vous voulez. Le petit mot pardonnez-moi, professeur Gérald Schank, je dirai un petit mot à la fin. Allez-y, je vous en prie. Un petit mot de conclusion, je pense qu'on a envisagé beaucoup de choses. Hein. On a vu toute la richesse du passé montpelliérain, de son présent, de son avenir. Et je pense que, eh bien, on a de quoi continuer. Très bien. Allez-y. Écoutez, j'allais vous dire, on a beaucoup de pistes, vous voyez, d'espoir, hein, avec toutes ces fabuleuses découvertes, et j'espère que ça va arriver très très vite, hein, pour qu'on puisse tous se retrouver pour les 900 ans. Ce message d'espoir. Merci. Sachez que Allianz est très heureux et très fier d'avoir participé donc à cet événement et de collaborer donc à une petite échelle donc à ces 800 ans donc à cette fête fantastique. Merci. Et je donne rendez-vous à tous les partenaires donc à Allianz pour les journées du patrimoine par exemple, s'ils passent dans le coin. Absolument. Ou même voilà, ils peuvent avoir accès aux locaux sans avoir peut-être accès à toutes les salles, mais au moins venir nous rendre visite et que ça leur aura donné le goût du patrimoine. Merci. Et puis il y a une application, effectivement, il y a des applications, il y a un site, il y a plein de choses. Si vous passez par Montpellier, n'hésitez pas. Absolument, il y a le site des 800 ans qui permet effectivement de s'abonner à la newsletter et de pouvoir effectivement suivre cet événement, venir visiter la faculté. Et le jardin des plantes, dont on a parlé tout à l'heure et qui est magnifique. Moi, j'encourage tous les Montpelliérains à aller y faire un tour parce qu'au-delà d'être un jardin, ça respire quelque chose. Pour tous les visiteurs, il y a cette application smartphone, hein, Android, iPhone, qui s'appelle Fabre and the City 2. C'est la 2e saison qui est dédiée aux 800 ans avec un parcours de jeu immersive game urbain géolocalisé qu'on peut télécharger, qui est gratuit, qui a été fait avec... Comment vous dites? Fabre, comme le musée Fabre, qui est le grand musée des beaux-arts de Montpellier, and the City. And the City. Fabre donc, and the City. Okay. Et la ville. 2e saison, 800 ans, et vous avez des parcours de jeu un peu comme l'escape game, mais là c'est immersif, c'est immersive game, urbain, géolocalisé, et vous découvrirez toute l'histoire de la médecine et de l'université montpelliéraine, mais aussi de la pharmacie, et ça a été fait avec l'équipe des Fées spéciales, qui ont quand même remporté le César 2021 pour le compositing de Joseph, et qui est une boîte montpelliéraine, donc c'est extrêmement qualitatif et très intéressant. Et vous verrez le jardin des plantes dessiné par les Fées spéciales avec une immersion à 360 degrés par cette application. Merci. Alors j'ai dit que je vous réservais pour la fin, puisque nous sommes dans la salle des actes, on est entouré... alors je ne sais pas si les gens qui sont connectés voient certaines personnes effectivement au mur. Moi j'ai quand même une question à vous poser. On a évoqué tout à l'heure les personnages illustres qui ont émaillé l'histoire de la faculté de médecine. Et moi, j'ai envie de vous demander, quel est pour vous, si vous deviez en choisir un, puisqu'il y en a beaucoup, lequel vous choisissez et pourquoi ? Alors, cette salle des actes, ce sont les tableaux du 19e. Hein, c'est beaucoup trop moderne pour moi. Par contre, il y a un élément dans cette salle des actes que j'apprécie bien, qui est derrière vous, qui est la robe dite de Rabelais, qui est une copie du 19e. Mais on sait que depuis au moins les années 1500, les étudiants en médecine, lorsqu'ils soutiennent leur diplôme, lorsqu'ils passent leur examen, qui leur permet de pratiquer la médecine, ils vont revêtir cette robe rouge et qu'on a attribué à Rabelais. Donc c'est ce personnage de Rabelais, moi, qui m'est cher, puisque mon sujet au baccalauréat en philosophie à Montpellier en 1990, vous pouvez aller vérifier, c'était « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».
Bien entendu, j'ai beaucoup apprécié ce film que vous nous avez présenté, Monsieur Dahan, sur l'intelligence artificielle. Mais vous savez qu'à un moment donné, l'humain, il doit prendre une décision. Il peut être conseillé par l'intelligence artificielle, orienté, mais c'est à l'humain de prendre cette décision. Et peut-être qu'un humain va choisir une décision et qu'un autre en choisira une autre. Et on retombe sur ce message très profond qu'avait donné le doyen Mondin sur l'humanisme. Et c'est ça qu'on doit apprendre à nos étudiants en médecine. C'est absolument pédagogique de les apprendre à réfléchir. Ça sert à rien d'accumuler 10 ans de connaissances, surtout que maintenant il y aura l'intelligence artificielle, les big data. Il faut savoir l'utiliser. Et pour ça, on a la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel. On a des experts en patrimoine, on vous demandera des conseils en tant que peut-être que client, et que dans l'objectif de bâtir une stratégie, j'ai retenu les éléments de langage, notre objectif, c'est de transmettre ceci, et Christophe Bonnel, mon ami le docteur Christophe Bonnel l'a dit, on ne sait pas dans 100 ans si le big data, le PDF, les fichiers Excel, les vidéos en MP4, on pourra encore les lire. Nous, on sait que ça fait 800 ans que nos anciens ont laissé un bâtiment et un patrimoine et des objets palpables, et que tous les objets qui sont ici, y compris la robe de Rabelais, qui est encore utilisée par nos étudiants. Lorsqu'ils soutiennent les thèses, ils mettent la robe de Rabelais, et ça fait 10 ans qu'on leur apprend des choses, et juste avant de quitter l'école, on les rattrape, on dit « Tu sais, la robe de Rabelais que tu viens de mettre, tu sais qui c'est Rabelais? Science en conscience n'est que ruine de l'âme », et ces éléments patrimoniaux-là, il faut les faire rayonner au plus grand nombre, et on vous remercie vraiment pour votre approche des 800 ans, qui est un vrai travail pluridisciplinaire avec vous. Et c'est tous ensemble, ce patrimoine, il appartient aux humains, il appartient à la société, et il touche vraiment chacune et chacun. Merci beaucoup. Alors le mot de la fin, c'est que finalement, on l'a entendu à plusieurs reprises, on se donne rendez-vous dans 100 ans. Hein, voilà, donc on se donne rendez-vous. On remercie toutes les personnes qui étaient avec nous connectées, et on vous dit à très bientôt. Et venez à la faculté, venez au Jardin des Plantes, et encore merci pour votre écoute. Et l'application. Alors l'application, c'est quoi par le Fabre and the City 2, n'oubliez pas. C'est marqué sur le site, donc vous allez www.800ans et vous allez avoir tous ces renseignements. Voilà, merci à tous, bonne soirée.